Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pas à Pas. Alors, au final, ça sera Pas à Pas, le nom du podcast et pas à pas cast ou Pas à pas podcast, tout simplement parce que je trouvais que c'était un peu trop long. Donc au final, j'ai choisi d'appeler ce podcast juste Pas à Pas. Chose que j'ai totalement oublié de faire dans le premier épisode, vu comme je suis tête en l'air et que j'ai oublié plein de choses, j'ai oublié de vous présenter tout simplement pourquoi ce podcast s'appelait Pas à Pas. Alors, faut savoir que pas à pas, c'est de base simplement, on va dire quoi? Une blague, une déformation de tout simplement, l'abréviation pas à pas, qui signifie, bah, aller, à son rythme, avancer pas à pas, tout simplement, vers ses objectifs toute ma DA, on va dire, tout mon coaching tourne autour de ce principe-là. Donc les premières fois où j'ai entendu cette phrase, ça venait plutôt de Step by Step, que un ami, Emmanuel Rousseau, que je salue d'ailleurs, m'a beaucoup répété, le fait d'avancer à son rythme, mais d'avancer sans jamais s'arrêter en fait, tout simplement. De juste avancer, vers ses objectifs, donc c'est-à-dire faire un pas après l'autre, mais aller tout le temps dans la même direction, la bonne direction. Et du coup, de base, je voulais nommer mon coaching comme ça, donc pas à pas coaching, et au final, je l'ai nommé Kaizen Coaching. Alors, quoi Kaizen Coaching? Tout simplement parce que je suis tombé sur, on va dire, cette expression, cette mentalité du coup qui est japonaise, qui signifie l'avancement continu. Donc encore une fois, en fait, on se réfère un peu au fait d'avancer pas à pas, au fait d'avancer, bah, step by step et cetera. C'est exactement la même chose, mais juste dans une autre langue, tout simplement. La mentalité Kaizen, en fait, reflète le fait de vouloir mettre en place des petites choses, mais de manière continuelle, pour chercher vraiment une amélioration qui est constante. Et du coup, comment dire? Cette mentalité m'a beaucoup plu, dans le sens où je pense que la FA est pas un sport où il faut, tout vouloir tout de suite, être très pressé, mais au contraire quelque chose qui va vraiment se faire avec le temps. L'évolution, comme on le voit chez beaucoup d'athlètes pros, ne sont pas en 6 mois, 1 an. Alors certes, il y a des exceptions, des personnes qui arrivent à percer très vite, qui sont très fortes et cetera, mais quand on regarde la majorité, des athlètes, internationaux, c'est des athlètes qui sont là depuis des années, voire certains même, des dizaines d'années. Alors peut-être pas des dizaines d'années, mais au moins une bonne dizaine d'années et je trouve que du coup, c'est assez intéressant de, rallier ce principe-là et vraiment de, bah, comme dit, j'ai axé toute ma DA, tout mon coaching là-dessus. Et du coup, ça me permet aussi de revenir là-dessus. Ce podcast a aussi pour but, de promouvoir du coup, mon coaching, ma manière de voir le coaching, pour, permettre de me faire découvrir à plus d'athlètes potentiellement. Donc voilà, ça c'est des petites choses que j'aurais voulu dire, lors du premier épisode, mais que j'ai totalement oublié, parce que, bah, du coup, la pression, le stress, tout ça, fait que j'ai oublié beaucoup de choses et du coup, pour moi, ça semblait assez important de revenir dessus, dans ce deuxième épisode, donc comme introduction du deuxième épisode. Donc, aujourd'hui, le thème du jour, ça va être, ma vision que j'ai du coaching, ma vision que j'ai de l'apprentissage, au niveau de la FA et je vais peut-être aussi un peu parler de la progression. Donc voilà, ça va être, les gros thèmes du jour, mais avant de commencer ça, je vais boire un peu parce que j'ai soif et il fait chaud. N'oubliez pas de boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour, c'est très important. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, je vais parler un peu de ma vision du coaching, heu, que ça soit, bah, ma vision du coaching et du power de manière générale de l'apprentissage. Dans un premier temps, un truc qui semble assez important pour moi, c'est le fait que le coaching avec l'athlète soit vraiment, un échange et pas seulement, moi je dis, toi tu fais, mais vraiment une discussion. C'est pour ça que souvent avec mes athlètes, j'échange beaucoup via, les retours, mais aussi, via tout simplement des discussions comme ça, sur la manière dont ils ressentent la programmation, sur la manière dont ils adhèrent à la programmation, de la manière où au niveau technique, est-ce que ça va pas, les ressentis personnels et cetera. Je trouve que c'est très important, dans ce sport où forcément tout doit être très individualisé et du coup pour ça, ben, ça va être important d'avoir vraiment ces ressentis les plus précis et pas de faire des généralités en mode: «OK, bon, bah, ça fonctionne sur un athlète, on va envoyer ça sur l'autre athlète, ça devrait fonctionner aussi». Mais essayer de chercher à adapter, le plus possible. Je trouve que c'est important en tant que coach et vis-à-vis de l'athlète en lui-même, c'est aussi pour moi une preuve de respect, de pas envoyer la même programmation à tout le monde, mais vraiment de chercher à faire au mieux pour chaque athlète. En tant que coach, je pense que c'est, la moindre des choses au vu de notre métier. Si on n'est pas apte ou pas capable ou pas on n'a pas envie de faire ça tout simplement, le fait de s'intéresser à la personne, de voir ce qui fonctionne sur elle, ce qui fonctionne pas, je pense que c'est pas,
c'est pour moi un des points majeurs qui fait que, on devrait faire ce métier et à l'inverse, si du coup on n'aime pas faire ça, je pense que c'est pas du tout la peine de coacher ou d'accompagner des gens, si c'est pour faire la même chose à absolument tout le monde. Et ensuite, un des trucs qui fait que justement j'encourage cet échange-là, c'est pour que l'athlète soit proactif ou actif, dans sa pratique. Pour moi, je différencie toujours un athlète qui est passif d'un athlète qui est actif, dans le sens où un athlète qui est passif va seulement, comment dire? Écouter ce qu'on lui dit, faire et fin de l'histoire, pas se poser plus de questions. Là où un athlète qui est actif va chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, va s'investir davantage, va chercher à comprendre du coup pourquoi est-ce que squat, par exemple, on va hinge, pourquoi est-ce qu'on va chercher à garder l'attention, à comprendre les mécaniques du mouvement et comprendre la logique interne des mouvements et du sport de manière générale, pour du coup, je pense que ça lui permet de progresser d'autant plus vite. Un des facteurs de l'apprentissage, c'est, on va dire l'engagement. Alors ça, du coup, c'est encore des restes de souvenirs d'éducation et de motricité que j'avais à la fac, mais l'engagement est un des critères principaux de l'apprentissage. Alors l'engagement, je pense que dans notre pratique, il peut aussi se définir via l'adhérence, mais je vais revenir un tout petit peu après dessus. Et du coup, un athlète qui est proactif ou qui est actif dans sa pratique, ça fait un gros, gros plus en termes d'apprentissage, en termes de compréhension et des mouvements et de la pratique de manière globale. Et un des trucs qui est assez intéressant, c'est que je remarque toujours, j'ai, on va dire, 2 types d'athlètes. On va dire les athlètes qui sont passifs et les athlètes qui sont actifs, proactifs. Et j'ai souvent, donc je demande évidemment quand je demande les retours, je demande la vidéo, mais je demande aussi un retour, comme dit, au niveau des ressentis, au niveau de la technique et cetera, comment l'athlète lui-même se sentait, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir à la vidéo, mais que l'athlète lui a ressenti. Et j'ai certains athlètes qui du coup m'envoient leurs vidéos. Donc je check d'abord les vidéos et ensuite j'écoute, certaines fois les vocaux qu'il m'envoie et l'athlète en gros me décrit les problèmes techniques qu'il a eu. Par exemple, OK, ouah, là j'ai senti sur mon top set ma perte de trajectoire, j'ai eu une perte de tension par exemple au bench et cetera. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il arrive à corriger ça entre son top set et son back-off et ça lui permet d'avoir un back-off qui est bien plus qualitatif. Avec du coup la correction, il a focus un peu au niveau de la tension, au niveau de la trajectoire, ce qui fait que, par exemple, OK, il a un peu loupé son top set de manière technique, mais ses back-off vont être beaucoup, beaucoup mieux. Là où un athlète qui va être passif justement, et ben en fait, il va faire son top set. Il va faire son erreur, on va dire, sur le top set. Il va pas comprendre le pourquoi du comment. Il va refaire la même erreur sur les back-off. Et il va chercher seulement après pourquoi, bah, il va entendre les retours que je lui fais, il va être en mode, ok, bah là, du coup, j'ai perdu ma tension, j'ai perdu ma trajectoire, etc. Il va seulement le corriger sur la séance d'après. Et ce qui fait que sur une semaine, sur un bloc, sur un enchaînement de mois, sur un enchaînement limite d'années, bah, en fait, l'athlète proactif, il va pouvoir avoir beaucoup, beaucoup plus de travail technique de qualité parce qu'il aura réussi à, comment dire? À adapter ce qui allait pas tout de suite dans la foulée. Et il n'est pas obligé d'attendre une fois après séance ou une fois par semaine ou 2 fois par semaine et cetera. Donc ça, c'est un gros, gros point positif pour moi, les athlètes qui sont proactifs dans la pratique et c'est pour ça que j'encourage beaucoup, la discussion, le débat, l'échange, et quelquefois certains athlètes me disent: «OK, bah, je comprends pas pourquoi est-ce que tu m'as mis ça, moi je suis pas trop d'accord». Donc pour moi ça encourage le débat, ça encourage le fait que, bah, on peut s'expliquer avec l'athlète et pour moi c'est aussi très important. Ça favorise aussi la relation, je pense, coach-athlète, le fait d'être proche de ses athlètes et encore une fois, de les faire se sentir un peu plus investis. Et en parlant d'investissement et du coup, d'engagement, d'adhérence, comme je l'ai dit avant, un des points que j'aime bien faire au niveau des athlètes, c'est, leur laisser une certaine liberté. Pas forcément au niveau de l'aspect vraiment spécifique FA variation parce que, dans le cadre où je mets toujours des variations qui sont là pour aider à pallier un problème technique ou pour d'autres raisons, ça peut être très bien pour, réduire des tensions, réduire des gênes, ce genre de choses. Mais, je laisse un peu plus de liberté à mes athlètes au niveau des exercices d'assistance. Alors les exercices d'assistance, il faut savoir que je les programme dans 3 buts, on va dire, majoritaires. Le premier, ça va être potentiellement la réduction du risque de blessure ou au niveau de l'échauffement. Ça peut être par exemple, un athlète qui avait beaucoup, beaucoup de douleurs au niveau du genou, je lui ai mis en place beaucoup d'exercices justement à flexion de genou avec des tempos, très prononcés, des charges absolues qui étaient très light, dans le but du coup de désensibiliser un peu à ce niveau-là, du travail au niveau géométrique, du travail en excentrique et cetera. Et ça nous a permis de revenir sur, typiquement du squat où il avait beaucoup de douleurs, à partir du moment où il descendait jusqu'à un demi squat, donc ce qui est assez problématique quand même dans notre pratique où il faut avoir l'amplitude. Et du coup, le fait d'avoir mis en place ces exercices ont permis de réduire grandement ses douleurs, et de l'accompagner du coup
au mieux sur les main lifts. Alors évidemment, je me prétends absolument pas kiné ou médecin, peu importe. J'ai quelques on va dire, connaissances que j'ai appris avec le temps qui me permettent de réussir à pallier un certain nombre de douleurs, etc. Mais dans le cas évidemment de quelque chose de prononcé où je n'ai pas les compétences ou les connaissances dedans, je recommande évidemment toujours d'aller voir un professionnel de santé, que ce soit un kiné, un médecin ou peu importe. Ça, c'était le petit aparté. Du coup, comme dit, je peux programmer les renforcements dans 3 buts majeurs, donc la réduction du risque de blessure ou le l'accom comment dire? Pas l'accompagnement, le traitement, la réduction des douleurs. Je peux le programmer dans le but de renforcement hypertrophique, simple, créer de la masse musculaire et je peux aussi le programmer dans un but de renforcement d'un schéma moteur. Alors, pour le renforcement d'un schéma moteur, j'ai un exemple très simple, typiquement le Romanian deadlift pour la compréhension du placement du bassin, donc antéversion, rétroversion ou justement position neutre, ou même du hinge, tout simplement. J'ai remarqué chez certains athlètes que ils avaient beaucoup de facilité en fait à faire ce mouvement-là de manière naturelle quand ils faisaient du deadlift, du Romanian deadlift plutôt. Par contre, au niveau du squat, typiquement, le fait de créer de la flexion de hanche, de dissocier cette flexion de hanche d'une flexion de genou, ils avaient un peu plus de mal. Et le fait de justement incorporer ce RDL typiquement soit en échauffement, soit en exercice à part, leur a permis d'avoir une meilleure compréhension de la position du bassin dans l'espace, meilleure compréhension de la position de leur dos, de créer de la tension au niveau des ischios, etc. Donc pour moi, c'est assez intéressant d'avoir cet exercice-là dans un but de renforcement de schéma moteur. Alors évidemment, il va aussi participer à la création de masse musculaire, du Romanian deadlift fait suffisamment lourd avec une bonne proximité à l'échec, etc. Enfin, les fondements basiques de l'hypertrophie. Donc c'est jamais dans un seul but, mais ça peut être plusieurs buts cumulés. Donc comme dit, hypertrophie et schéma moteur, ou alors hypertrophie et réduction du risque de blessure, ou réduction de la douleur, ce genre de choses. Et ce que je disais, c'est que c'est, pour revenir sur l'adhérence, pour moi, c'est assez important que l'athlète ait une bonne adhérence à la programmation. Alors certes, il faut pas que l'athlète, entre guillemets, «kiffe» toujours, toujours, toujours s'entraîner. Il y a évidemment des fois où des variations vont être nécessaires, et pourtant qui font pas plaisir à faire. Je pense notamment à du squat, gros CT de pause en bas. Typiquement du 3 ou du 4 CT, c'est jamais le genre de variation qui est très agréable à faire. Pour autant, elles peuvent être nécessaires à la progression et du coup, c'est important de les mettre. Mais le fait d'avoir des exercices d'assistance qui vont être libres, donc c'est là où je reviens du coup sur l'adhérence, je laisse beaucoup de liberté au niveau des choix des exercices d'assistance. Alors ça veut pas dire l'athlète fait tout et n'importe quoi, mais ça veut dire que par exemple sur un tirage horizontal avec un focus au niveau de la dépression scapulaire, que l'athlète le fasse sur une machine, que l'athlète le fasse en bilatéral, en unilatéral, à la poulie, honnêtement, il y aura pas énormément de différence, de mon point de vue en tout cas. Il y aura pas énormément de différence, au niveau des bénéfices qu'il va en avoir. Mais par contre, s'il aime beaucoup plus faire de la poulie ou faire, une machine, peu importe, s'il arrive à retrouver et à gagner un peu d'adhérence à ce niveau-là, juste avec ça, bah, je trouve que c'est assez important parce que l'athlète au moins va pas aller, sur ses assistances à reculons. Et comme j'ai dit, de une, au niveau apprentissage, sur certains mouvements, sur certains placements, ça va être beaucoup plus intéressant si l'athlète a un peu plus d'adhérence. Et le deuxième point, c'est simplement qu'il va davantage s'investir, à mettre de l'intensité dans ses renforcements, à mettre de l'intensité dans ses assistances, aller plus proche de l'échec, aller faire toutes ses séries, ne pas skip ses renfos, etc. Donc je pense que apporter un peu de liberté à l'athlète à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Évidemment, je suis toujours là pour conseiller, OK, bah, si tu as besoin de tel exercice, etc., bah, tu me dis, parce que certains athlètes ont des connaissances en termes de musculation, on va dire, un peu plus classiques, autant certains n'en ont pas, et c'est pas forcément grave, je suis aussi là pour aiguiller et pour aider là-dessus. Mais du coup, je pense que c'est assez intéressant d'avoir un peu plus de liberté pour l'athlète, au niveau de ce point-là. Donc ça, c'est, aussi une de mes manières de voir le coaching, au niveau des exercices d'assistance. Après, quelquefois, je peux programmer des exercices précis, dans un but précis. Par exemple, comme dit, le RDL pour ce renforcement de schéma moteur et aussi de l'hypertrophie. Si l'athlète commence à me faire du leg curl, on perd un peu de l'intérêt de l'exercice à la base. Donc voilà, ça c'est un des points qui fait que je pense que, même si là je me suis beaucoup répété, c'est intéressant d'apporter de la liberté à l'athlète sur ce point-là. Ensuite, au niveau de ma vision du coaching, je pense que, enfin, je définis, on va dire, plutôt l'apprentissage de manière globale sur les mouvements et du coup plus particulièrement sur les lifts, par, un triangle, on va dire plutôt une pyramide,
des compétences et des apprentissages moteurs. Donc faut visualiser ça comme une pyramide où il y a un socle commun que, pour moi, je pense tous les athlètes devraient être capables d'exécuter avant de penser sur-optimisation technique. Alors ça, c'est peut-être un point sur lequel, on reviendra dans un prochain épisode, mais la sur-optimisation technique, qui n'est pas forcément nécessaire, selon moi, et qui quelquefois peut même être délétère aux athlètes. Surtout aux athlètes débutants, comme, typiquement on l'a vu, il y a quelques mois avant que la position de la barre soit un peu plus réglementée au niveau du squat, mais les athlètes qui, commençaient à peine la pratique, qui avaient, 2 semaines, 2 mois de force dans les pattes et qui avaient déjà la barre au milieu du dos, qui arrivaient pas à tenir une position de départ, tout ça sous prétexte de suroptimisation technique, en réduisant le bras de levier au niveau des hanches et cetera. Enfin bref, qui clairement n'est pas du tout pertinent, en plus du coup d'augmenter, je pense le risque des blessures le risque de blessure pardon selon moi. Du coup, où est-ce que j'en étais? Parce que je me suis un peu emporté. Du coup, je parlais du coup de ce socle commun qui pour moi va dépendre évidemment des mouvements, mais là ça va être clairement une généralité et pas encore un stade d'individualisation. Pour moi, on va notamment parler, par exemple, du bracing au squat et au terre, de savoir faire une mise en tension, de savoir faire un placement au niveau des épaules, de savoir leg drive, donc là j'ai un peu mélangé le squat, le bench, le terre, mais dans l'idée, cette base commune va devoir être maîtrisée, je pense, pour l'intégralité des athlètes avant de pouvoir et de devoir passer à la suite avec du coup de l'optimisation technique. Donc ce socle commun, pour moi, il va être important d'être répété, automatisé. Et ça va être le plus gros point. Il est évident que le cerveau humain ne peut pas se concentrer sur 50 points à la fois. Si un athlète, pendant son squat, je lui dis, OK, concentre-toi sur la position de tes épaules, concentre-toi sur ton bracing, concentre-toi sur ta mise en tension, sur la position des hanches, sur la position du bassin, sur garder la tension en bas du mouvement, etc., etc. En fait, il va juste tout zapper. En gros, il pourra pas se concentrer sur tout à la fois. Et en fait, juste, il va réussir à rien faire. Donc pour moi, c'est assez important de se concentrer sur quelques points, un, 2, peut-être 3 maximum et encore, de chercher à renforcer le schéma moteur, et la proprioception, tout ça, sur ces points-là et automatiser ces mouvements. Je pense que, pour les personnes qui sont déjà athlètes, on va dire, pas forcément débutants, mais peut-être même intermédiaires, voire avancés, heu et beaucoup de choses, on ne s'en rend même plus compte, quand on les fait. Par exemple, un truc tout bête, mais ce setup au bench, ce setup au squat, le placement simplement de la barre au squat, sur le dos. Pour la majorité des athlètes, on le fait maintenant sans se préoccuper de: «OK, est-ce qu'elle est bien placée ou pas?» parce que c'est quelque chose qu'on a excusez-moi, je bois un petit coup juste. Voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on a automatisé, qu'on a vraiment ancré, parce qu'on l'a répété beaucoup, 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 beaucoup de fois, et qu'on s'est forcé à se concentrer sur ce point-là, pendant, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années pour certaines optimisations techniques. Même s'il est évident qu'au début, lors de l'apprentissage, un débutant va, potentiellement mettre en place plus vite les ajustements techniques que quelqu'un qui est un peu plus avancé et qui va nécessiter des ajustements techniques plus précis, plus, complexes aussi. Du coup, pour revenir là-dessus, je pense que c'est important d'automatiser vraiment certains points techniques, de se focaliser vraiment beaucoup, beaucoup dessus. Et quand ce point technique est automatisé, on peut passer à l'apprentissage du point technique suivant. Et ça, au fur et à mesure du temps, ben, on va évoluer vers de l'optimisation, de la micro-optimisation, des légers changements. Comme au début, par exemple, apprendre à braille, ça va être un gros point. Mais au fur et à mesure du temps, on va pouvoir se concentrer, je dis une bêtise, comme... euh, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Euh, Comme changement technique, ça peut être, la position des pieds au leg drive. Que ça soit plus avancé, plus reculé, plus ouvert, plus écarté, plus rapproché, plus écarté, ce genre de choses, ça va être vraiment de la micro-optimisation et pour moi, c'est clairement pas le point qu'il faut voir, par exemple, chez un débutant total. On va plutôt simplement lui apprendre à pousser dans les jambes, avoir un leg drive qui est efficient. Et après, si jamais on voit qu'il y a des défauts techniques qui s'ajoutent à ça, par exemple, je pense notamment au bassin qui décolle du banc ou les fesses qui décollent du banc, on va pouvoir jouer sur ces petits ajustements au niveau du coup du placement des pieds. Mais pour ça, avant, il faut que le leg drive soit automatisé, qu'il soit bien mis en place. Parce que changer la position des pieds, alors que alors que l'athlète ne pousse tout simplement pas encore dans ses jambes, c'est peut-être pas la meilleure option. Alors certes, le fait de changer la position des pieds peut l'aider à pousser, mais le fait de jouer vraiment sur des degrés d'ouverture, au niveau du pied, par exemple, alors que, l'athlète débutant ne sait pas encore leg drive, je pense que c'est clairement, clairement pas la priorité.
Et du coup, le fait de vraiment chercher à avoir ce socle commun va assurer une base technique qui va être très importante. Comme dit, le fait de savoir brace, le fait de savoir faire une mise en tension, pardon, le fait de savoir leg drive, de savoir placer ses épaules, va assurer à l'athlète d'avoir une technique qui est stable parce qu'il l'aura justement automatisée. Et comme dit, au fur et à mesure du temps, on va pouvoir aller chercher à aborder des points un peu plus complexes, un peu plus compliqués, qui ne seront pas forcément payants d'ailleurs. Je pense notamment, par exemple, au bench, à l'utilisation du jab grip. Ça peut marcher chez certains athlètes, comme ça peut ne pas du tout marcher chez d'autres athlètes. Et ça vaut le coup du coup de tester. Si on teste et on voit que ça marche bien, bah tant mieux, on a peaufiné la technique. Si jamais ça marche pas, on peut toujours revenir à la technique initiale. Mais ça implique d'avoir une technique de base qui est stabilisée, parce que le fait de faire des changements techniques peut perturber, excusez-moi, peut perturber aussi vis-à-vis de la technique globale. Si on cherche à changer la technique tous les 2 jours, toutes les semaines, bah, l'athlète, il y a de grandes chances qu'il soit plus perdu techniquement. Et c'est pour ça qu'avoir un socle, pardon, de comment dire? Un socle d'apprentissage tout simplement de technique, une base technique, voilà, plutôt, stable, ça va être très, très, très important. Donc voilà, ça c'est ma vision vis-à-vis de l'apprentissage, que ça soit l'apprentissage moteur ou l'apprentissage, de manière globale dans les schémas. Alors il faut savoir que évidemment, le fait d'avoir une technique stable, ça va être important d'avoir une technique stable quand on approche des charges max. Alors c'est pas toujours le cas, c'est vers quoi on va tendre, le fait d'avoir une technique qui est le plus similaire possible entre une barre à vide et une charge max, mais il est évident qu'il y aura toujours des déformations techniques, et justement, c'est ces déformations pardon, techniques qui vont être importantes pour voir quels sont les points futurs à corriger. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir une technique très stable, nickel, barre à vide, c'est bien, mais encore une fois, c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que l'athlète ait une technique stable sur du plus lourd. Alors, ça veut pas dire qu'il faut constamment travailler sur du lourd, parce que, du coup, justement, si c'est trop lourd, on va pas réussir à corriger ses défauts techniques. Ça veut pas dire qu'il faut travailler trop léger non plus, parce que, bah, typiquement, si je demande, comme dit un athlète, d'avoir une technique parfaite, alors, entre guillemets, aucune technique n'est parfaite, il y a des techniques qui sont plus adaptées, et ces techniques adaptées peuvent aussi varier dans le temps. C'est-à-dire qu'une technique bien «parfaite» entre grands guillemets, à un instant T, peut-être que 6 mois plus tard, elle ne le sera plus. Pour des causes de douleur, pour des causes de standard, pour des causes de force, pour des causes de il va y avoir beaucoup de causes. Et du coup, le fait, où est-ce que j'en étais? Je me perds totalement. Le fait que, travailler sur du trop lourd n'est pas forcément une bonne chose pour stabiliser la technique, à l'inverse, travailler sur des charges trop légères ne l'est pas non plus. Donc c'est pour ça que ça va être important de potentiellement varier les rep range, varier les intensités, varier les expositions aux charges absolues plus lourdes, pour permettre à l'athlète de progresser, de venir stabiliser sa technique. Voilà. Au global, je pense que c'est toujours un savant mélange entre le fait de travailler trop léger, trop lourd, de passer par des phases d'accumulation un peu au niveau du volume, par des intensités un peu plus hautes, par des charges absolues un peu plus hautes, etc., qui va permettre à l'athlète au mieux de stabiliser sa technique, dans l'objectif évidemment, comme dit, de stabiliser sa technique sur des charges maximales, pour pouvoir développer pardon, son plein potentiel et pas juste échec une rep max parce que il a fait une erreur technique bête, mais plutôt bah, parce que tout simplement il n'avait pas suffisamment de force. Donc ça, c'était sur le gros premier point de ce podcast où je vous développe un peu ma manière de voir le coaching, de ma manière de voir un peu l'apprentissage moteur et l'apprentissage technique de manière globale en force. Et le deuxième point dont je voulais parler, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup discuté avec mes athlètes de manière récente, c'est le fait que la progression ne doit pas uniquement être via la charge absolue. Je vous laisse un petit peu. Et je suis obligé de boire parce que j'ai la gorge très sèche. Du coup, beaucoup d'athlètes, je pense surtout les athlètes débutants, les athlètes qui sont un peu plus intermédiaires, expérimentés, ont tendance à le savoir et à le comprendre, avoir un peu plus de recul là-dessus, mais la progression ne doit pas uniquement se voir par la charge absolue, pardon. Chez un athlète débutant, généralement, les premières semaines, peut-être les premiers mois, tout va aller dans le bon sens. Avec les ajustements techniques, l'athlète va progresser, très facilement, va mettre plus 5 kilos toutes les semaines et ça, c'est «la belle vie» entre guillemets. Je pense que chaque débutant l'a un peu connu,
mais il y a forcément un moment, pardon, où l'athlète va manger un mur. Le premier mur de soit la régression en termes de charge, la stagnation, les échecs, etc. Et c'est normal, ça fait partie vraiment de l'apprentissage. Si toutes les semaines on prenait 10 kilos sur le total, au bout d'un an, ce serait magnifique, on serait au championnat du monde, mais évidemment, c'est pas le cas et c'est totalement normal. C'est comme dans chaque sport, les premiers débuts, les premiers apprentissages se font bien plus facilement que la suite, et j'en reviens d'ailleurs à ce que j'ai dit avant. Au niveau de l'apprentissage technique, les premiers ajustements se mettent en place bien plus rapidement que les micro-ajustements qu'on cherche à mettre en place un peu plus tard. Du coup, je vais développer un peu les différents points euh, pour lesquels la progression peut se faire pas que en termes de charge absolue, parce que ça peut être important quelquefois de voir la progression via différents axes quand, typiquement, bah, par exemple, ça peut arriver que la single, un RM, n'évolue pas pendant un moment. Et en soi, c'est OK. Il y a pas mort d'homme et il faut des fois, passer par d'autres phases, passer par d'autres types de progression pour relancer aussi la progression à ce niveau-là, au niveau de la single comp, par exemple, qui est un format qui est quand même beaucoup utilisé, que j'apprécie aussi utiliser, mais ça veut pas dire que c'est obligatoire dans chaque bloc d'avoir une single comp RPE 10 à la fin du bloc, mais ça c'est pareil, on y reviendra. La première forme de progression, elle est assez logique en soi, et c'est tout simplement la progression au RPE. Alors, exemple tout bête, mais passer une single à 100 kg bench RPE 10 et passer une single à 100 kg RPE 7, c'est une forme de progression. Certes, la charge absolue n'a pas bougé, mais la vitesse, et du coup on va revenir aussi là-dessus sur la vitesse, mais la facilité avec laquelle on a réalisé la répétition fait que on a évolué, on a progressé. Alors, je vais juste faire un petit aparté, mais toutes les formes de progression, ça veut pas dire non plus que, il faut à chaque fois mettre: «OK, nouveau PR au RPE, je l'ai passé, 6,5 au lieu de 7, j'ai passé», enfin bref. Mais je pense que c'est important de voir la progression, bah, encore une fois, pas à pas, d'y aller vraiment étape par étape, et même si c'est une petite progression, ça reste une progression. Même si c'est que un pas en plus, c'est un pas en plus vers vos objectifs, vers la finalité de ce que vous souhaitez atteindre, et du coup, bah, même si c'est que 1 kg, même si c'est que 500 grammes, même si c'est que un demi RPE, on avance dans le bon sens. Certes, on avance lentement, ou plus ou moins lentement, ça dépend des personnes et ça dépend de comment les phases, comment est-ce que ça évolue, etc. Mais on avance dans le bon sens. Donc le deuxième point, comme je l'ai dit, ça va être au niveau de la vitesse. Ça, c'est typiquement pour les personnes qui fonctionnent avec un tracker de vitesse. Or, j'ai plus le nom exactement, mais on peut voir, on peut avoir vraiment une donnée qui est objective, et pas seulement le RPE qui peut être un peu subjectif en fonction du temps, même si on peut regarder à la vidéo, voir la vitesse, et cetera. Le fait d'avoir vraiment, quelque chose qui mesure la vitesse, ça peut nous donner quelque chose de manière vraiment objective, et alors j'ai pas du tout les les données, mais par exemple, je vais dire une dinguerie, ça se trouve en termes de vitesse, je vais me faire incendier, mais par exemple, une barre qui bouge à 32 mètres secondes au lieu de 33 mètres secondes, ou 33 centimètres secondes, je pense que c'est peut-être mieux. Ouais, on va dire ça. 33 centimètres secondes au lieu de 30 mètres, non, 30 mètres secondes plutôt, au lieu de 33 mètres. Oh là là, je m'embrouille. Je vais reprendre doucement. Une barre qui bouge à 30 centimètres secondes au lieu de 33 centimètres secondes, il y a une progression. Pareil, est-ce qu'elle est perceptible en termes de RPE? Peut-être pas, mais en termes de manière objective, la vitesse, la barre est plus rapide, et du coup, potentiellement, ça veut dire qu'on a plus de force et du coup qu'on a progressé. Ensuite, il va y avoir d'autres points, ça va être au niveau technique. Tout simplement, la progression, on peut passer la même barre, le même RPE, mais au niveau technique, être bien mieux, par exemple en termes de position du dos, en termes de mise en tension, en termes de plein de choses, mais généralement aussi la progression technique se ressent, au niveau des charges, au niveau du volume, au niveau du RPE, mais une progression technique est néanmoins aussi une progression. On va rejoindre aussi un peu ça sur les standards. Un demi-squat à 100 kilos ou un squat complet à 100 kilos, même s'il bouge à la même vitesse, exactement le même RPE, etc., il y a une énorme progression entre le fait de réaliser un mouvement au standard ou de pas réaliser au standard. C'est pour ça que pour moi, c'est aussi d'ailleurs important d'avoir des standards assez élevés envers soi-même, et du coup, le respect des standards lors de l'entraînement, pour éviter justement les incertitudes quand on arrivera sur le jour d'une compétition, et du coup de régresser à ce niveau-là, parce qu'on va s'attendre à faire la même chose alors qu'on s'entraîne pas toute l'année au standard. Enfin bref, ça c'est encore une fois quelque chose qui semble assez logique, mais je pense que certains débutants se doivent peut-être de l'entendre, les personnes qui ne sont pas accompagnées peut-être, mais entraînez-vous au standard. C'est très 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 important. Soyez même plus exigeant envers vos standards de l'entraînement que le seraient potentiellement des arbitres en compétition. Ça vous évitera les mauvaises surprises le jour de la première compétition ou le jour d'une compétition. Ensuite, ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir au niveau du poids de corps. Ça aussi, c'est pareil, passer, 100 kilos au bench en pesant 90 kilos de poids de corps, et passer 100 kilos au bench en pesant 60 kilos de poids de corps, c'est clairement bon, 30 kilos de poids de corps, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en pesant par exemple 80 kilos de poids de corps, ça peut être clairement une évolution, une progression à ce niveau-là.
Donc ça, c'est pareil, c'est aussi à prendre en compte. Hem, Quand je parlais des standards, je m'embrouille un peu partout, au vu de mes notes, mais je peux aussi parler de variations. Typiquement, passer un bench à la claque ou passer un bench avec 3 CT de pause, 4 CT de pause, 5 CT de pause, peut-être même 6 CT de pause en fonction des athlètes, en fonction des coachs, et cetera. Bah, ça représente une progression. Même si c'est la même charge, même si c'est la même vitesse, même si c'est le même RPE, il y a une progression qui va se faire. Alors là, c'est variation slash standard, un peu plus poussé, mais ça peut être assez important. En parlant des RP, des choses comme ça, peut aussi avoir la progression au niveau du E1RM. Alors le E1RM, qu'est-ce que c'est? C'est l'estimate one, estimation d'une répétition maximale plutôt, je l'ai fait en anglais. Mais du coup, par exemple, on va dire un squat qui est à, allez, on va dire 150 kg RPE 7, peut-être que passer 147,5 RPE 6, c'est clairement, l'estimé 1RM sera plus haut pour la 147, alors que la charge absolue, encore une fois, est plus basse. Le RPE est pas si différent, mais l'estimé 1RM va être un peu plus important. Donc ça aussi, c'est le genre de critères qu'on peut prendre en compte dans la progression, estimée sans pousser forcément sur une fin de bloc avec une single RPE 10 à toutes les fins de bloc, on peut se baser sur le E1RM pour voir s'il y a eu une évolution, une progression sur le lift durant le bloc, sans pour autant du coup avoir toute la fatigue d'une single à 10. Alors évidemment, un estimé RM, c'est comme dit, comme son nom l'indique tout simplement, ça reste une estimation. Quelquefois c'est un peu trop haut, quelquefois c'est un peu trop bas, mais je pense que ça peut être une des données qui peut être intéressante à prendre en compte dans la progression, dans l'évolution au fur et à mesure des blocs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le nombre, pardon, de répétitions. Bon, ça c'est pareil, ça semble assez logique, faire une rep à 100, faire 3 reps à 100, c'est pas la même chose, il y a une progression. Le nombre de séries aussi que l'athlète est capable d'encaisser. Par exemple, sur certains formats, en utilisant du straight set, donc par exemple un 3x4 à charge fixe, le fait de faire un 2x4 ou un 5x4, réussir à le finir, à le terminer, à accomplir ce straight set, ça peut aussi représenter une forme de progression. Donc ça, à ce niveau-là, ça peut être assez important. Et le dernier point, c'est au niveau de l'appréhension. Alors ça, c'est un point qui semble pas forcément logique au départ, ou du moins pas forcément pensé, surtout je pense chez un athlète débutant, mais l'appréhension qu'on peut avoir avec certaines barres. Typiquement, j'ai un athlète qui a eu beaucoup d'appréhension sur la barre des 100 kg bench, qui reste une barre, on va dire un gros palier selon moi, et qui l'a échec beaucoup de fois, qui l'a passé certaines fois avec des standards un peu douteux, qui l'a passé très difficilement, etc. Et récemment, on a franchi le cap de il l'a passé. Donc certes, il y a eu une évolution au niveau technique, il y a eu une évolution, une progression en termes de RPE, en termes de vitesse, en termes de difficulté, donc on se rejoint un peu là-dessus, mais surtout il y a eu un gros point de déblocage au niveau mental. Excusez-moi, notification que je ne pensais pas voir, je vais juste me mettre en silencieux, tac, ok. Et du coup, il y a eu un gros point de déblocage au niveau mental, vis-à-vis de cette barre-là, où il m'a dit: «OK, là, en ce moment, je sens que, genre, j'ai plus la même appréhension, j'ai plus le même doute, j'ai plus le même stress quand je vais sous cette barre». Et ça peut être valable pour absolument n'importe quelle barre. Il y a pas une charge en particulier où un athlète, il doit commencer à stresser. Il y a des athlètes qui vont stresser au squat pour 70 kilos, d'autres, ça va être pas avant 300. Et cette appréhension-là, le fait d'aller plus sereinement sous une barre, je pense que ça peut aussi être c'est une forme de progression qui va être assez importante, mais cette fois-ci surtout au niveau mental. Et le dernier point que je souhaitais aborder, je sais pas si j'ai dit le dernier point avant ou maintenant, mais peu importe, c'est ce que j'appelle le PR pardon, territory. En fait, c'est le fait de pas seulement avoir une performance à un instant T, mais d'être constamment dans ce territoire, dans cette zone proche de son PR. Je donne un exemple assez concret. Le fait de sortir une fois une single, par exemple à 150 au squat, et le fait de sortir constamment sur des variations, sur des doublés, sur des longues CT de pause, etc. Par exemple, 140, 145. On se rapproche, on est dans la zone, dans ce territoire proche de notre PR, et c'est pas comme si une fois juste les étoiles étaient alignées, on a squatté 150 et c'est une charge qu'on reverra pas avant 3, 4, 5, peut-être 6 mois. Je pense que c'est assez intéressant quelquefois de prendre en compte cette progression-là. Par exemple, ok, bah cette semaine, tous mes top 7, je sais pas, au bench, ils ont été au-delà de 120. Peut-être que dans 2 semaines, tous mes top 7, ils seront au-delà de 125, alors que mon père, c'est 130. Et au bout d'un moment, ça se répercutera sur une single comp. Et évidemment, là, la progression se fera de manière très simple parce qu'on verra que, je sais pas, par exemple, 135, c'est plus que 132. Et là, il y a une progression. Du coup, je pense que, comme dit, ça peut faire du bien à certains athlètes de comprendre et d'entendre que la progression ne se fait pas uniquement via une single comp à 10 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et
ça implique aussi que vous pouvez aller chercher des formes de progression différentes, et pas seulement sur tout le temps fait comme dit, tout le temps fin de bloc, je fais une single à 10 tac, tac, tac. Hem, je pense qu'au court terme, évidemment, ça fonctionne parce que en étant honnête, chez un athlète débutant, qui commence la force ou qui commence, la musculation, les sports de renforcement de manière globale, quasiment tout va fonctionner. Genre, un athlète qui passe de un bench, par semaine, une fois de temps en temps, un squat, à par exemple 2 squats, 3 bench, va progresser. C'est pour ça que chez un débutant, tout progresse un peu vite. C'est comme si vous commencez, je sais pas, j'ai fait du handball à l'époque, vous commencez le handball, vous passez de quelqu'un qui n'arrive pas à dribbler, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous savez très bien dribbler, peut-être pas très bien, mais vous savez bien dribbler, il y a eu une énorme progression, mais qui s'est faite très rapidement. Mais par contre, pour passer le stade de, parfaitement contrôler sa balle, parfaitement savoir où l'emmener et cetera, gérer ses 1 contre 1, ce genre de choses, et ben, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et en fait, c'est toujours le même principe, hein, dans chaque sport. Le début est très facile, les premiers apprentissages se font très rapidement, et après la suite, se perfectionner, aller plus loin, ça prend beaucoup plus de temps, c'est plus compliqué, ça demande plus d'investissement et cetera. Donc je pense que pour certains athlètes, le fait d'envisager la progression via d'autres axes que uniquement des singles comp tout le temps, ça peut être une bonne chose à mettre en place, à implémenter dans vos programmations. Donc voilà. L'épisode du jour, est terminé. J'ai abordé tous les points que je souhaitais aborder. Donc comme dit, voir un peu, vous expliquer ma vision du coaching, ma vision de l'apprentissage de manière globale et aussi un petit aparté du coup sur, la progression, sur les différents axes de progression. Ça c'était plutôt comme dit à destination plutôt, on va dire des débutants. Je pense que c'est assez intéressant et je me répète beaucoup sur cet épisode, mais je pense que c'est assez intéressant et que certaines personnes, se doivent de l'entendre. Alors du coup, l'épisode, il y a eu quelques petites coupures entre guillemets, au niveau, notification, et cetera et cetera. Je fais le choix de, laisser mes, comment dire? Mes enregistrements audio bruts. Alors pourquoi? Tout simplement, alors en partie par flemme, on va pas se le cacher, mais, en fait, vu que j'ai envie d'être régulier dans les podcasts, j'ai envie que ça soit quelque chose qui me fasse plaisir à faire. Sachant que le montage audio, j'en ai jamais fait, et c'est quelque chose pour l'instant qui me rebute un tout petit peu. Du coup, je me dis que si je dois faire des montages, si je dois faire du cut, si je dois tout caler parfaitement et cetera, c'est quelque chose qui va me prendre plus de temps, ça va plus vite me saouler, je vais être moins régulier et je vais probablement avoir plus de chances de lâcher, alors que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais j'ai envie que ça soit, comme dit, un moment plaisir, le moment où j'enregistre, le moment où je kiffe tourner le podcast, où j'adore discuter et cetera. Donc c'est pour ça que, si quelques épisodes sont il y a des petits bruits à côté et cetera, je vais essayer de faire en sorte que tout soit carré, mais bah, typiquement la notification, j'y avais pas pensé et j'avais pas mon téléphone en silencieux, donc ça a fait un petit aparté, mais je pense que c'est très léger. Comme d'habitude, j'attends vos retours, vos critiques, qu'elles soient positives, négatives, constructives, on va dire, dans l'idée quand même, c'est plus intéressant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc principalement Instagram, barnabé.lutz, et si vous avez typiquement des demandes de coaching, c'est aussi là-bas que ça va se traiter. Donc on pourra discuter, voir, si vous êtes intéressé et cetera. Donc ça, c'est évidemment, comme j'ai dit, ce podcast sert aussi à faire, ma propre pub personnelle parce que, voilà, simplement parce que c'est mon podcast et que je veux mettre en avant, comme dit, mon coaching, que ce soit ma vision du coaching ou mon coaching de manière générale. Donc voilà, comme dit, j'espère que cet épisode vous a plu, donc passez une bonne soirée, parce que là, pour moi, il est mercredi soir, donc passez une bonne soirée. Je vais sûrement poster l'épisode les jeudis, tous les jeudis, donc j'attends vos retours. Passez une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus!